Ce n'est pas toujours facile de trouver la meilleure solution, la moins chère et la plus rapide pour développer une startup. Récemment, j'ai coaché un entrepreneur qui voulait ajouter un système de réservation à une application existante. Comme à mon habitude, mon premier réflexe a été de regarder ce qui existait déjà dans les technologies open source et no code. Et non seulement j'ai trouvé des potentielles solutions, mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais surtout vous expliquer comment il est possible de combiner plusieurs solutions, qu'elles soient open source ou no code, ou même sur des vrais développements, et de créer finalement une startup à partir de blocs logiciels déjà existants. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et pour l'un de mes clients, j'ai récemment fait une espèce de benchmark pour trouver un système de réservation déjà existant pour éviter évidemment de redévelopper un système qui potentiellement pouvait être complexe. Et quand on lance une startup, habituellement, on regarde qu'est-ce qui existe en solution open source et solution no code. Et évidemment, après, une vingtaine de minutes de recherche, j'ai identifié quelques projets qui pourraient faire le boulot, qui pourraient exactement avoir les fonctionnalités qu'on recherchait. Alors, parmi les projets qu'on peut trouver, il y a un premier critère qui est déjà essentiel à valider. Et ce critère, c'est de savoir si oui ou non le projet est toujours en cours de développement. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Typiquement, dans les projets que j'ai trouvés, donc celui que j'ai particulièrement sélectionné s'appelle tastyigniter.com. C'est un projet sur lequel j'ai pu identifier sur la page GitHub, donc c'est ce qu'on appelle le repository de code source, là où on pose les codes sources, le dépôt de code source. C'est souvent sur GitHub. On a la possibilité de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du code, regarder les lignes de code et qui a publié et quand. Et c'est essentiel de s'assurer qu'il y a eu une publication qui a été faite relativement récemment. D'une manière générale, j'aime bien recommander qu'il y ait au moins une mise à jour sur le dernier mois, si ce n'est la dernière semaine pour des projets qui sont relativement connus et actifs. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, il y a des projets où on n'a pas de mise à jour pendant un mois, pendant plus d'un mois, pendant un an, même parfois des années. Et dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser ces projets-là parce que ils ne sont pas à jour, il peut y avoir des failles de sécurité, etc., etc. Alors, maintenant, prenons le cas où vous avez identifié vraiment la solution, open source, no code, peu importe, qui peut réellement répondre à ce que vous voulez faire. Vous pouvez peut-être vous poser la question, oui, mais si j'utilise quelque chose d'existant, mon projet, il va plus être innovant, il va plus être unique. En fait, d'une certaine manière, vous avez raison dans le sens où un projet open source, on est censé, en fonction de la licence, continuer à partager les codes sources que l'on va développer dans ce projet-là. Mais si vous êtes une startup et que vous voulez avoir à un moment donné votre propre propriété logicielle, vous pouvez développer des modules sur un système existant, tout comme les plugins de WordPress par exemple, ou de Shopify, etc. On peut développer ces modules-là et ces modules sont votre propre propriété. Et dans ce cas-là, il suffit de mettre les nouvelles fonctionnalités dans ces modules-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un vrai différenciant pour le positionnement de votre projet et ainsi être plus innovant. Et c'est aussi possible en combinant différents projets. Prenons par exemple le cas d'une startup où on voudrait ajouter du coup un système de réservation qui est plus ou moins le cas de mon client. Évidemment, je ne prends pas le vrai concept de mon client parce que sans autorisation, évidemment, je ne partage pas les projets sur lesquels je travaille. Alors, imaginons un projet que je viens d'imaginer qui est une application dédiée où les gens vont pouvoir se rencontrer, une application de dating typiquement. On va avoir ce système-là et on va vouloir avoir à côté un autre système où on va pouvoir avoir des restaurants qui pourraient proposer des rendez-vous un peu entre amoureux, etc. pour une première rencontre. Typiquement, nous avons deux systèmes qui sont complètement différents et on va vouloir les connecter. Et pour les connecter, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un microservice. Alors un microservice, c'est typiquement ce que va utiliser un Google ou un Facebook parce que ils ont tellement de données qu'un seul logiciel ne peut de toute façon pas gérer des gros écosystèmes de données. Donc on va utiliser plein de petits logiciels, créer un écosystème de petits logiciels, On pourra même parler à un moment donné d'urbanisation de logiciels et ils vont parler les uns entre les autres grâce à des microservices. Techniquement parlant, c'est quoi ? C'est juste un petit bout de logiciel qui va être hébergé quelque part, souvent dans le cloud, et qui va être responsable
généralement d'une seule chose. Par exemple, synchroniser les utilisateurs du logiciel A vers le logiciel B, ou synchroniser les transactions du logiciel du e-commerce A, par exemple, vers le logiciel B, etc., etc. Alors, ce type d'architecture peut paraître un peu complexe et malheureusement, ça peut l'être, mais si jamais vous définissez les choses proprement avec votre équipe, ça peut aussi être très simple et surtout scalable et long terme. Typiquement, il faut bien définir où est-ce que les données doivent être, les données de référence sont stockées, typiquement sur le logiciel A, et ensuite on va définir comme quoi on va mettre les données synchronisées sur le logiciel B. Et on va souvent pas se contenter d'un seul microservice, mais on aura vraiment un écosystème avec plein de microservices qui sera complètement flexible. Et c'est aussi ce qui va vous permettre sur du long terme de pouvoir ajouter ou enlever des parties de votre logiciel. Typiquement, si vous avez basé votre logiciel, votre startup sur une solution open source, à un moment donné, vous allez peut-être vouloir monter de niveau, avoir une meilleure qualité, ou alors développer vos propres algorithmes. On pourra enlever un morceau de ce de votre écosystème et le remplacer par un autre et s'assurer que les microservices sont toujours compatibles les uns aux autres. Et de cette manière-là, c'est plus évolutif. Ça demande évidemment du travail. En conclusion, si vous êtes juste en train de démarrer, les solutions open source et no-code sont toujours des très bonnes solutions pour démarrer, éviter de développer toutes zéro. Vous pouvez évidemment les combiner et c'est justement grâce aux microservices qu'on va pouvoir le faire. Et on n'a pas besoin de faire des développements très complexes, même si on peut demander à un freelance de développer en une demi-journée, par exemple, un microservice qui va avoir une fonction précise. On peut aussi avoir des microservices grâce à des outils de type Zapier ou Integromat, qui sont des outils d'automatisation, d'automation, et qui finalement sont, d'une certaine sorte, aussi des microservices qui peuvent être tout à fait adaptés pour le prototypage. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou que vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, dans ce cas-là, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.